Est-ce que tu fais encore ton pain maison? Oui, Tu oui, en- oui. t'es encore, Bah, de temps en temps, moins régulièrement qu'à une période, mais je fais encore. Ouais. Et je fais encore donc du pain, c'est une des fermentations que j'aime bien faire, mais j'ai fait aussi de temps en temps du yaourt. Et en ce moment, je fais du kéfir assez régulièrement. C'est bon pour le microbiote intestinal, le kéfir? En fait, globalement, comme les préparations alimentaires avec des microbes vivants, euh, quand c'est de la fermentation, il n'y a pas de risque. Ouais. Déjà, c'est un point important. Et puis, en plus, ça peut apporter des microbes qui sont intéressants parce qu'ils vont jouer plutôt sur nous, en fait, sur notre intestin, et indirectement sur nos microbes et sur la relation qu'on a avec nos microbes. Ok. On discute avec Joël Doré, vous l'aurez compris, directeur de recherche spécialiste du microbiote intestinal à l'INRAE depuis bientôt 40 ans, directeur scientifique de l'unité Métagénopolis à l'INRAE, coordinateur scientifique du projet inédit de sciences participatives French Gut, qui vise à cartographier et comprendre les microbiotes intestinaux de tous les Français. 100 000 individus. Ouais, donc ça fait beaucoup de Français. Et tu as fait une conférence TEDx AgroParisTech qui s'appelait Plaidoyer pour l'humain microbien, une zone à défendre. Et dans cette conférence, tu prends, tu prends la position de l'avocat du microbiote et tu commences ton allocation par une déclaration dans laquelle tu dis Mon client, le microbiote, souhaite faire reconnaître les agressions dont il a fait l'objet depuis 3 générations humaines, alors qu'il est nous qu'on est lui et que notre préoccupation au quotidien devait être de construire une relation conviviale et harmonieuse avec lui. Ça nous emmène à la question qui est, est-ce que rapidement, tu peux nous expliquer à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que le microbiote intestinal et quel rôle il joue pour la santé de Bien façon sûr, oui. globale? Donc le microbiote, ce qu'on appelait avant la flore intestinale, en fait, qu'on appelle maintenant le microbiote, c'est l'ensemble des microbes avec lesquels on interagit et qui sont présents sur la peau et à peu près à toutes les interfaces du corps humain qui sont tournées vers l'extérieur. Donc c'est Ok. la bouche, la sphère orale en général, mais aussi les poumons. C'est ce qu'on appelle la sphère urogénitale. Et puis c'est bien sûr l'intestin, de la bouche jusqu'à l'anus en fait, quoi. Et c'est bourré de microbes. Et ces microbes-là arrivent où on les rencontre au moment de la naissance. Et Ouais. donc on va construire dès le début de notre vie en fait une relation assez intime avec nos microbes. Et petit à petit, on va établir des populations microbiennes assez stables dans les différentes niches écologiques que je viens d'évoquer. Euh, et, euh, et ça va contribuer à quoi? En fait, il y a quelques grandes fonctions. La première qu'on avait documentée déjà dans les années 60-70, c'est ce qu'on appelle une fonction de barrière. Ça nous protège contre les microbes de l'environnement en général et notamment les responsables de maladies en particulier en fait, quoi. Ça nous protège en occupant l'espace, en utilisant la nourriture que nous on apporte pour une grande partie et en ne laissant pas s'installer les autres microbes qui viennent de l'environnement. L'image que j'aime bien donner par rapport à ça, quand on mange un bout de fromage, c'est en gros 100 milliards de microbes. Des bactéries, des levures, des champignons pour chaque morceau. Et aucun de ces microbes ne va s'implanter dans nos intestins. Ils vont transiter, certains vont rester vivants pendant tout le transit, mais on va les éliminer et en grande partie grâce à l'effet de barrière qu'exerce notre microbiote. Ça nous évite plein de maladies en réalité. Et puis, dans les autres fonctions, c'est des fonctions plus d'interaction, soit avec l'alimentation, soit avec nos cellules à nous. Et la partie interaction avec l'alimentation, c'est contribution à la dégradation de ce qu'on mange et qui n'est pas absorbé par notre système digestif. Donc tout ce qui arrive à la fin de l'intestin et qui n'est pas dégradé, ça c'est pris en charge par les microbes. Ok. C'est essentiellement la partie végétale de l'alimentation et dans la partie végétale, la partie fibre de l'alimentation. Ce qui est sucre rapide ou protéines, normalement c'est digéré, sauf si on en mange beaucoup, beaucoup, avant d'arriver dans les parties basses de l'intestin. Comme un Et par sportif, contre, par exemple, qui bouffe énormément les... de protéines. oui, oui, oui. Si on surcharge, Ouais. on en donne aux microbes en fait. Ok. On pourra en parler tout à l'heure. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Et donc, cette contribution, elle est intéressante parce que les microbes qu'on nourrit avec, par exemple, les fibres de l'alimentation végétale, ils vont dégrader ces fibres et ils vont produire des petites molécules qui sont utiles pour nos cellules. C'est des sources d'énergie pour nos cellules, ça va interagir aussi avec tous les organes en fait. C'est véhiculé par le sang et ça peut interagir partout.
Et puis une autre grande fonction, c'est l'interaction justement avec les organes en général, mais notamment avec le système de défense naturelle, ce qu'on appelle l'immunité, parce que ça joue un effet protecteur ou un rôle protecteur contre notamment l'inflammation dans tout le corps, en fait, l'inflammation intestinale notamment, bien sûr, mais l'inflammation qui se diffuse partout, en fait. Et globalement, la partie dialogue entre nos microbes et nos cellules, et nos tissus, et nos organes, elle touche à tout. On parle d'axe, en fait, et on parle d'axe intestin-foie, intestin-cœur, intestin-poumon et intestin-cerveau. Et il y a aussi une relation, en fait, avec la santé mentale ou le bien-être mental des individus, ou psychique des individus. Et lié au microbiote. Lié au microbiote. Et donc tu disais que quand on naît, c'est notre première rencontre avec le microbiote. Ouais. Et donc de notre naissance à notre mort, j'imagine qu'on a des millions, voire des milliards de monde qui est passé dans notre ventre et dans notre corps en général. Et Ouais. en fait, on n'a jamais la même population. La population, en fait, à l'intérieur de nous, elle évolue Alors, il y a en permanence. une énorme... On a développé des outils, notamment à Metagenopolis, à l'INRAE, là où je travaille, qui sont des outils hyper performants pour caractériser très finement le microbiote intestinal. C'est ce qu'on va appliquer dans le projet Le French Gut que tu as mentionné. Et donc, ces outils-là nous ont permis de retracer un petit peu le paysage, en fait, quoi. Avant, on avait, jusqu'aux années 60, que la culture au laboratoire. Puis petit à petit, on a utilisé des outils moléculaires. On fait du séquençage, comme on séquence le génome humain, en fait, quoi, pour le microbiote dans sa globalité. Et ça nous a dit, incroyable biodiversité, déjà. Il y a énormément d'espèces. Chacun de nous, on interagit avec plusieurs centaines d'espèces microbiennes en permanence. Et en nombre, c'est à peu près entre 50 000 et 100 000 milliards de bactéries, que les bactéries. Ça fait du Et beau. il y a plein d'autres microbes Ça- aussi. Je disais, il y a des levures, des Ça fait du champignons. Oui. Et c'est autant qu'on a de cellules humaines dans le corps Ouais. humain, quoi. C'est à peu près le même nombre, quoi, en fait. Donc on est autant microbien que humain. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'humain est microbien. Oui. Et c'est des microbes et des microbes positifs qui font du bien au corps. Qui exercent essentiellement des fonctions bénéfiques ou protectrices, en fait, oui, effectivement. Ok. Et donc du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que le sport ou l'activité physique plus généralement a un rôle ou impacte le microbiote intestinal de façon positive et ou négative? Et est-ce qu'elle impacte tout court? Et est-ce que le microbiote intestinal, lui, influe sur les compétences et les capacités sportives? Oui, donc là, c'est le gros sujet. En fait, on a petit à petit appris à connaître que plein de choses vont impacter sur le microbiote. Alors, notamment, je l'évoquais, l'alimentation, évidemment, mais aussi l'activité physique. C'est beaucoup plus récent, puisque les premiers travaux qui ont porté sur la comparaison du microbiote d'athlètes avec la population générale, ils datent seulement de 10 ans. 10 ans en recherche, c'est très très peu en fait, hein, donc c'est vraiment très récent. On peut se dire par rapport à ça, il y a certainement des choses qui sont encore pas complètement gravées dans le marbre, pas complètement bien comprises encore, quoi. Donc il faut se méfier un petit peu, et notamment la relation qu'il peut y avoir entre le microbiote et l'alimentation, ça peut être un facteur, on dit un facteur confondant. On peut se tromper, conclure qu'il y a un impact du sport sur le microbiote, alors que c'est l'alimentation du sportif qui va être un peu différente en fait, quoi. Et donc méfiance par rapport à ça. Mais globalement, ces premiers travaux nous ont dit, oui, si on compare le microbiote alors soit c'est des animaux de laboratoire qu'on fait tourner dans la roue, donc on les fait courir, soit c'est effectivement des humains. Les premiers travaux, c'était des athlètes vraiment haut niveau en fait, donc j'ai envie de dire forcément, on s'attend à ce qu'il y ait des différences, mais de plus en plus, maintenant on voit apparaître dans la littérature scientifique des comparaisons avec des individus sportifs, mais pas forcément sportifs de haut niveau, et qui ont par exemple une activité sportive régulière. Et là, on se rend compte que oui, le microbiote est différent. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une adaptation. C'est-à-dire quand on s'inscrit dans une routine avec une pratique sportive régulière, ça fait tout un tas de choses à l'organisme en fait, notamment le sport d'endurance, ça fait au niveau des muscles
de l'inflammation, ça casse un petit peu des fibres. C'est ça qui nous permet de nous muscler en fait, hein, parce que c'est la réparation qui va reconstruire du tissu et qui va reconstruire du muscle. Mais par contre, ça va globalement jouer sur le statut de l'organisme et notamment la présence régulière de contextes un peu inflammatoires. Et le microbiote, il sait s'adapter à ça. Et donc, je pense que les observations qui sont faites aujourd'hui nous disent quand il y a une activité physique régulière, moyenne à intense, on a une adaptation et c'est ça qui probablement explique les différences qu'on voit dans le microbiote intestinal qui sont des différences importantes en fait par rapport à ce qu'on sait de la relation entre le microbiote et la santé aujourd'hui. Ok. Donc, le corps, les inflammations corporelles qui sont liées au sport, le microbiote, lui, du coup, son rôle à ce niveau-là, c'est de nous aider à nous réparer plus rapidement, quoi. Ouais. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a deux grands critères qui nous permettent de dire, tiens, le microbiote est probablement en train de s'adapter. Le premier critère, c'est la richesse, la diversité du microbiote intestinal. Plus le microbiote est diversifié, plus on a de présence microbienne dans notre corps, finalement. Oui, et de microbes différents, en fait, qui vont contribuer aux fonctions de protection qu'on a évoquées. Et c'est un critère important pour nous. Dans les travaux sur le microbiote intestinal, on a beaucoup comparé des malades avec des individus en bonne santé, par exemple. Et on s'est rendu compte que dans la maladie, de façon assez systématique, on observait une perte de richesse ou de diversité du microbiote intestinal. Et à l'opposé, ce qui a été documenté dans la comparaison d'individus avec une activité physique régulière et d'individus plutôt sédentaires, en fait, c'est une augmentation de la richesse. Donc dans son adaptation à l'activité physique régulière, le microbiote a tendance à se diversifier. Et puis je disais, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la richesse. Le deuxième, c'est la présence de certaines bactéries dans le microbiote intestinal qui sont connues pour exercer des activités protectrices et notamment de protéger contre l'inflammation. Okay. Et on a pu effectivement dans les travaux de recherche documenter l'augmentation alors c'est plutôt l'abondance relative, la proportion en fait, le pourcentage de bactéries qui sont protectrices vis-à-vis de l'inflammation. Donc en fait, comme le corps s'adaptera à une évolution comme il l'a toujours fait, les doigts ou les palmes chez les canards, ce genre de choses, en fait, le microbiote, il évolue et il s'adapte à notre rythme de vie. Oui. Donc si tu n'as pas besoin de tel ou tel microbe, du coup, tu ne l'as pas, quoi. Voilà, ce qu'on va voir, c'est dans l'activité physique, quand elle est vraiment très très faible, en fait, enfin très modérée, on va faire une demi-heure de marche 2 jours par semaine, ça ne va pas changer grand-chose en fait. Hein. Et par contre, les collègues scientifiques ont comparé différents niveaux d'activité en allant jusqu'à des niveaux d'activité très intenses. Et plus on avance dans le niveau d'activité, dans l'intensité de l'activité physique, plus on a cette adaptation du microbiote intestinal avec une plus grande richesse et avec une plus grande proportion, notamment des bactéries qui sont, j'ai envie de dire, anti-inflammatoires en fait, parce que vraiment c'est ce qu'on a documenté, quoi. On a même montré pour certaines de ces bactéries, sur des modèles animaux où on induit de l'inflammation, qu'elles sont capables de corriger en fait cette inflammation induite. Donc on peut imaginer dans l'activité sportive, si on a une séance un peu intense, où on va casser de la fibre musculaire et où on va du coup générer de l'inflammation, que ça va stimuler les proportions de ces bactéries protectrices en fait, quoi. Donc ça va leur permettre de se développer et de continuer à faire leur travail, quoi. Elles se multiplient encore plus, elles augmentent en proportion et du coup ça protège effectivement contre ce statut un peu inflammatoire. C'est peut-être plus une conséquence de l'augmentation de la richesse et de la diversité qu'une conséquence en tant que telle de la présence de signaux inflammatoires. Et puis avec ce bémol que j'ai déjà évoqué, hein, que quand on est dans l'activité physique, quand on en fait une pratique régulière, du coup on adapte aussi son alimentation. Et l'alimentation, on le connaît, elle joue un rôle sur énorme le microbiote intestinal. Et on a des travaux nombreux, y compris des études épidémiologiques sur des milliers d'individus, qui montrent que certains régimes alimentaires sont vraiment intéressants pour orienter le microbiote intestinal.
par exemple, le régime méditerranéen a été beaucoup documenté et c'est un régime qui va lui aussi en fait stimuler la richesse, la diversité du microbiote et des microbes intéressants par rapport à leurs propriétés. Et donc ça, c'était le volet comment le microbiote peut s'adapter finalement à l'activité sportive et apporter des propriétés intéressantes. Et puis, il y a un travail assez fascinant, mais récent, je crois que ça date de 2019, donc ça fait 5 ans, qui a montré un intérêt potentiel majeur du microbiote dans le sport d'endurance, mais vraiment l'endurance un peu particulière, parce que c'était une étude sur des marathoniens du marathon de Boston. Et en gros, les travaux qui ont été faits, c'est j'étudie le microbiote, je fais une espèce de photographie du microbiote 8 jours avant et 8 jours après le marathon. 42 km, 195. Donc inflammation. Donc oui, c'est assez agressif en fait pour le corps humain quoi, comme activité. Et puis c'est des gens qui se préparent. Hein. Un marathon, on le court quand on a passé des mois de préparation avant, avec des phases intensives, puis des phases un petit peu plus light en fait sur l'activité, et puis à nouveau des phases intensives pour justement construire l'adaptation à cette activité. Et ce qui a été montré dans ce travail, c'est que y a globalement une adaptation du microbiote, mais il y a surtout une bactérie particulière qui est stimulée. Et quand on a étudié ce qu'elle fait, cette bactérie, on s'est rendu compte qu'elle est capable d'utiliser l'acide lactique. Ah. C'est marrant, j'allais t'en parler, j'allais y venir. Alors, activité sportive, on pense forcément acide lactique. Enfin, j'imagine que vous avez en tout cas, ça. Haute intensité d'entraînement et haute demande en charge musculaire, acide lactique directement. Oui, avec les conséquences. Les courbatures, les crampes, les jambes lourdes. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, ce que montrait le travail, c'est que on a, chez les marathoniens, après le marathon, un peu plus de cette bactérie-là, qui est capable d'utiliser l'acide lactique. Elle le transforme en un autre composé. L'acide lactique, c'est 3 carbones, et l'autre composé, c'est aussi 3 carbones, mais c'est un autre composé qui, lui, est utilisé par le corps humain, et notamment, c'est intéressant, pour faire des réserves de sucre dans le foie. Et donc, voilà, tout est bénéfique finalement, parce qu'elle va diminuer la concentration d'acide lactique dans notre corps, et en même temps, elle va produire un composé que nous, on utilise pour faire des réserves. Donc pendant l'effort. Alors bon, ça peut servir à l'effort d'après. Hein. Oui, c'est ça. Bon, on ne peut pas exclure qu'effectivement, pendant un effort d'endurance long, ça joue, mais ça, c'est pas démontré aujourd'hui. En tout cas, sur la récupération, du coup, le microbiote d'un sportif, avec sûrement une alimentation qui est adaptée, il se sert de l'acide lactique pour mieux récupérer en fait, ou récupérer plus vite. Ce microbe-là va utiliser l'acide lactique qui a été produit par l'athlète et ça va lui permettre de récupérer plus vite parce que c'est la concentration d'acide lactique dans nos muscles et dans notre corps qui va entraîner les conséquences en fait, les courbatures et les crampes donc sa concentration, elle va devoir diminuer à mesure qu'on récupère en fait. La récupération, elle pourrait presque se mesurer par l'élimination de l'acide lactique. C'est ce que fait aussi le massage en fait du sportif. L'idée c'est ça, c'est vraiment d'appuyer, de faire passer le sang et du coup d'éliminer la surcharge en acide lactique, qui est un peu une toxine de l'activité intense. Quoi. Tu disais tout à l'heure sur l'inflammation que plus il y avait de l'inflammation, plus il y avait de la présence d'inflammation, plus le microbiote et les bactéries, les microbes qui jouent et qui influent avec les inflammations augmente et se diversifie. Donc on pourrait imaginer la même chose avec l'acide lactique. Plus on va rechercher l'effort et la difficulté et l'intensité dans l'effort pour générer de l'acide lactique. On ne le fait pas pour générer, mais par contre quand on fait de l'effort, ça va générer. Donc si on cherche objectif acide lactique, on l'a déjà travaillé, on a déjà essayé ce genre d'exercice avec nos adhérents et nos athlètes en anaérobie pour essayer de tout de suite faire monter la pression. On pourrait imaginer du coup que les bons microbes, les bonnes bactéries et microbes qui nous aident à
utiliser l'acide lactique et s'en débarrasser ouais. pour le transformer en sucre pourrait du coup augmenter, se diversifier. Oui, complètement. C'est ce qui a été démontré chez les marathoniens du marathon de Boston. Alors, ce qui est intéressant pour l'acide lactique, c'est que on conçoit bien comment, quand on mange, ça passe dans l'intestin et ça va nourrir nos microbes, en tout cas la partie fibre, c'est sûr. Mais par contre, l'acide lactique, il n'est pas généré dans la bouche et il ne passe pas dans l'intestin. Donc du coup, comment ça se passe? C'est une des rares molécule qui est produite par nos cellules à nous, nos tissus en fait, et notamment au niveau musculaire évidemment, qui passe dans le sang et qui va passer du sang dans la lumière intestinale, dans le contenu intestinal. Et donc on va indirectement, à l'intérieur en fait, c'est endogène, nourrir nos microbes avec ce composé-là, et c'est rare, quoi. Il y a très très peu de molécules produites par nos cellules qui font ça. Ouais, c'est vrai qu'on sait souvent que ce qui passe dans l'intestin après peut se diriger dans vers le sang, l'extérieur, complètement. Mais j'avais jamais entendu que ça pouvait aller dans le sens exactement, exactement. Et c'est un contexte assez unique. Alors peut-être, on peut imaginer qu'à travers l'adaptation au fil de l'évolution, en fait, ça a été effectivement un mécanisme que l'évolution a retenu parce que ça permettait à nos ancêtres qui était pas mal à mon avis en termes d'activité physique, quand ils vivaient dans les cavernes et qu'il fallait aller chercher la nourriture en courant derrière des On en animaux. parlait avec Léo Urban qui était notre invité il y a pas si longtemps que ça, exactement la même chose. Il devait être vraiment bon. Ouais. Ça devait être un avantage de pouvoir avoir ce mécanisme, quoi. Et alors je vais donner le nom de la bactérie, ça s'appelle Veillonella. Veillonella, voilà, et Veillonella, et cette bactérie qui est capable de transformer l'acide lactique en un petit acide gras en fait qui va être transformé en réserve pour l'organisme. De sucre. Pas de glycogène en l'occurrence dans le foie, et puis après c'est réutilisable dans l'effort. Donc c'est vraiment un mécanisme assez admirable en fait. C'est trop bien fait. D'adaptation. Mais vous avez retrouvé ça, pour remettre dans le contexte, chez des marathonman et marathon woman sûrement, qui courent le marathon avec une alimentation qui est saine, si on peut dire, variée. Peut-être que si on avait fait cette étude chez une population qui a une activité physique un peu moins demandeuse, on n'aurait pas vu, ou on l'aurait vu de façon moins forte, moins nette. Oui, c'est ça. Là, c'est ressorti comme vraiment le marqueur de cette activité un peu particulière. Chez toutes ces personnes-là. Mais par contre, vous le savez, l'acide lactique, dans toutes les activités physiques, dès qu'on passe en anaérobie, comme tu dis, où du coup l'oxygène n'est plus l'accepteur terminal, à ce moment-là, dans les muscles, on fait de l'acide lactique, parce que c'est un moyen pour les muscles de continuer à fonctionner en se débarrassant de leur excès d'énergie. En fait. Et donc du coup, ça c'est probablement grâce à l'étude, le choix qui a été fait sur le marathonien, qu'on a pu mettre ça en évidence. Et de la même façon, les premiers travaux, il y a 10 ans, sur sport ou activité physique et microbiote, c'était sur du sport de haut niveau, quoi. C'était le premier papier, c'était des collègues irlandais qui travaillaient sur des athlètes rugbyman irlandais. Et le rugbyman, il a toutes les composantes, quoi. Mais alors du coup, c'est quand même c'est intense, mais sur une longue durée. Donc généralement, c'est sur de l'endurance. Il n'y a pas eu encore, je ne sais pas si tu sais, des écritures scientifiques qui ont été faites ou des recherches qui ont été faites sur des sports comme on pourrait retrouver dans le parcours sur une courte durée ou un sprint chez un athlète chez un Usain Bolt par exemple, une grande intensité sur une durée très très courte. Oui, donc en fait c'est intéressant de discuter de ça effectivement. On est plus dans le stress en fait. Quand on est sur une activité physique intense et courte durée, on est sur du stress par rapport à la physiologie ce que ça va induire, indépendamment du stress psychologique, parce qu'il peut y avoir aussi le stress psychologique de l'athlète qui est en compétition par exemple et qui va se faire un petit peu de soucis. Indépendamment de ça, mais ça aussi ça peut jouer en fait sur le microbiote. Notamment à travers le cortisol qui est l'hormone du stress. Donc en gros, quand le cerveau dit oulala, ça va plus bien, qu'est-ce qui m'arrive? Ça joue sur la production par le corps de cette hormone en fait qui est le cortisol, et le cortisol assez rapidement va faire de la perméabilité intestinale. Et de la même façon, l'activité physique intense, courte durée,
va entraîner de la perméabilité intestinale. Est-ce que tu peux définir la perméabilité Oui, bien intestinale? sûr. En fait, notre paroi intestinale, c'est étonnant, mais c'est une monocouche. C'est une couche unique de cellules humaines. Donc, Ok. en gros, c'est un tapis de cellules humaines qui sont toutes jointives les unes contre les autres. Donc, c'est l'imperméabilité. Par contre, quand il y a du stress, par exemple, y compris du stress psychologique, elles commencent à s'écarter Ça les fait unes des des trous. autres. Ça fait une passoire, en fait. Et ça fait passer beaucoup plus de ce qui est dans le contenu intestinal normalement. Pas que les trucs sympas, en fait. Ouais. Et donc la perméabilité intestinale, c'est pas quelque chose qu'on veut avoir, ou en tout cas pas en excès. Et il y a pas mal de maladies où on sait qu'il y a de l'hyperperméabilité, et ça fait de la diarrhée, ça fait du transit intestinal complètement perturbé. Et le stress de l'examen, en fait, hein, quand il est associé à des symptômes intestinaux, c'est exactement ça, via le cortisol. Bah, dans l'activité physique intense, on a aussi ça. Et ce qui fait que les cellules dans l'intestin, elles sont jointives ou pas, et donc on a ou pas de la perméabilité, c'est des protéines humaines qui sont des protéines de renforcement de l'adhésion entre nos cellules en fait, quoi. Euh, et euh, alors, quand ces protéines-là, elles sont disjointes, ben, ça fait la passoire, ça fait passer tout un tas de choses, et parmi les choses qui passent, il peut y avoir des bouts de parois de bactéries, par exemple, ou ce qu'on appelle les toxines, les endotoxines, qui sont agressives vis-à-vis de nos défenses naturelles. Nos défenses naturelles, elles sont là en permanence pour voir si tout va bien, et quand elles ressentent qu'il passe trop de choses, elles peuvent dire, ben non, là ça va plus, on va faire de l'inflammation. Et donc une des Ok. conséquences immédiates de la perméabilité, c'est l'inflammation. L'inflammation, ça va générer ce qu'on appelle le stress oxydant, qui est Mhm. aussi un truc du sport en fait, hein, c'est bien connu. Quand tu casses des cellules, des fibres musculaires par exemple, bah, tu fais de l'inflammation, tu fais du stress oxydant. Ça diffuse dans tout l'organisme et ça doit être géré Ce qui forcément. peut se rapporter aux courbatures, aux crampes, ce Ça genre de fait choses. aussi, voilà, parce que ça casse des cellules en Ouais. fait, hein. Le stress oxydant, ça va amocher des cellules. Donc du coup, voilà, ça a cette conséquence-là. Et l'activité physique intense, ça va jouer là-dessus. Et donc, il faut que derrière, il y ait la possibilité de récupération pour que finalement on revienne à l'état normal, Ouais. on appelle des fois l'homéostasie, notamment au niveau immunitaire et au niveau de la perméabilité intestinale. C'est intéressant parce que ça amène aussi à dire, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas des compléments alimentaires qu'il faudrait imaginer comme des solutions pour aider finalement à la récupération, par exemple, et on peut en parler. Mais du coup, on se dit, tiens, si on doit faire de l'activité physique intense, on va générer ce stress, Ouais. cette perméabilité, cette inflammation, et du coup, c'est bien si on a déjà construit l'adaptation de notre écosystème intestinal notamment. Et donc, l'activité physique intense toute seule, c'est vraiment pas top en fait, hein. Si on est très sédentaire et puis que d'un seul coup on pique un sprint pour aller attraper le métro ou n'importe, ben, on va casser en fait de la cellule. On va, comme Usain Bolt, mais à un niveau un peu inférieur, Ouais. on va en fait générer de l'inflammation. Et puisqu'on est plutôt sédentaire, Le on corps, il n'a va pas te dire préparé en fait. d'un coup, Voilà. oula, Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu vas payer les conséquences, éventuellement une cassure, hein, une blessure, mais, ou une déchirure musculaire par exemple, ou alors un temps de récupération beaucoup plus long. Et donc, il faut imaginer que l'activité physique pour des sportifs qui sont plutôt sur de l'intensif, mais intensif court, elle doit s'accompagner d'une préparation qui, elle, comprend de l'endurance Ouais, et totalement. qui va comprendre finalement la construction d'un système qui est adapté à gérer du stress, quoi, en fait. Ok. Oui, préparer le corps pour pouvoir gérer le gros stress qui va être demandé Voilà. le jour d'une compétition ou le jour d'un événement où il y Voilà. a besoin d'être au taquet quoi, et d'être au top. Et à la limite, y compris à travers l'axe intestin-cerveau, le stress psychologique. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que le psychologique, c'est très intéressant, mais du coup, il y a ou les compléments alimentaires ou potentiellement les bons conseils ou les bons échanges avec Oui. l'équipe, le staff, le coach, etc. Qui Voilà. peut potentiellement aider. Et sur les habitudes de vie, en fait, hein, Ouais. globalement, quoi. C'est en gros, je pense on commence à avoir des travaux sur les aspects méditation, par exemple, ou gestion du stress, en fait, psychologique.
globalement. Et oui, le stress psychologique, c'est un des facteurs qui joue sur la relation qu'on a avec nos microbes intestinaux. Ça joue dans les deux sens. Un petit peu comme microbes et activité physique, le stress peut amocher nos microbes intestinaux, mais de la même façon, nos microbes intestinaux peuvent apporter des composantes qui sont plutôt protectrices vis-à-vis du stress. Mais donc, On parlait de barrière intestinale, ouais. des cellules qui s'écartent. En fait, on a maintenant des travaux, pareil, assez récents, hein, c'est moins de 10 ans, qui nous disent que quand on a de la perméabilité intestinale, quelles que soient les raisons, on a aussi de la perméabilité au niveau du cerveau, au niveau des vaisseaux. Les vaisseaux sanguins, c'est aussi des cellules qui sont jointives, c'est une monocouche, et on a une barrière intestinale, on a une barrière qu'on appelle hémato-encéphalique, la barrière des vaisseaux sanguins, et quand ça se dérègle au niveau intestinal, ça se dérègle aussi au niveau du cerveau. Ça veut dire que les vaisseaux sanguins sont un petit peu passoires en fait, et ça veut dire que ça laisse passer aussi plus de molécules dans le cerveau, et ça peut s'entraîner, ça peut entraîner, ça peut s'accompagner à la limite de migraines, de maux de tête, et puis à l'extrême de sensations d'anxiété ou de dépression en fait, quoi. Et donc, on a de plus en plus de travaux qui nous disent on peut, en jouant sur le microbiote intestinal, arriver à corriger des altérations du ressenti psychologique, psychique ou psychologique. Tout à fait. Justement, j'allais rebondir sur ça, parce que tout à l'heure, tu parlais de l'homéostasie par rapport au microbiote. Du coup, est-ce qu'il y a des situations où ça peut être bénéfique de casser, entre guillemets, cette homéostasie pour viser un but précis, comme on pourrait faire par exemple avec un régime particulier ou alors avec une cassure dans un programme de sport, etc. Oui. Est-ce que casser ce microbiote pour atteindre un objectif particulier, temporaire, il y a des situations où ça de façon intentionnelle. Je ne connais pas beaucoup de contextes où ça va se faire de façon intentionnelle. C'est plutôt la conséquence d'un traitement. Par exemple, dans les traitements lourds du cancer, la chimiothérapie ou l'immunothérapie amoche énormément le microbiote intestinal. Mais on s'est rendu compte que là encore, le microbiote intestinal, quand il est bien préservé, il va aider à mieux tolérer le traitement. Et puis, par contre, il y a un contexte qui me vient en tête, qui peut être intentionnel, c'est celui du jeûne. Et quand on fait du jeûne pour la propriété de détoxification, en fait, parce que le jeûne, ça veut dire qu'on arrête, soit on diminue la prise alimentaire quotidiennement pendant un certain nombre d'heures important, c'est le jeûne alternatif, soit on va arrêter de manger pendant quelques jours d'affilée, c'est le jeûne long. Et dans ce cas-là, on met au repos nos organes de détoxification, principalement le foie et les reins par exemple. Et donc ça c'est l'élément détox du jeûne, c'est un choix. Et ça va forcément jouer beaucoup sur notre microbiote intestinal en l'occurrence. Quoi. Parce qu'il va être lui aussi au repos, il ne va plus arriver de fibres, sauf les fibres endogènes, parce qu'on produit du mucus en fait. Au niveau de la paroi intestinale, on produit cette espèce de fluide qui est un lubrifiant, mais qui est aussi protecteur. Et les bactéries sont capables de le grignoter en fait. On sait même que quand on mange moins de fibres, du coup, il y a moins de bactéries capables de dégrader les fibres, mais il y a plus de bactéries capables de dégrader le mucus. Parce qu'il n'y a plus que ça pour elles, en fait, dans la chaîne alimentaire des microbes. Il n'y a plus que ça comme porte d'entrée. Donc, du coup, celle-là, elle se développe davantage. Et donc, le jeûne, c'est un cas où, effectivement, on va... c'est intéressant que tu mentionnes ça, parce que les conséquences du jeûne qui ont été documentées, principalement pour du jeûne alternatif, en fait, quand on se donne 16 heures entre deux repas, donc on enlève un des repas du soir ou du matin, principalement, selon ça, ça s'accompagne d'une stimulation des bactéries qui sont anti-inflammatoires. Un peu comme l'activité physique régulière, en fait, quoi, modérée ou intense. Quand on jeûne, les bactéries qui nous aident à gérer l'inflammation, elles sont stimulées. Elles sont stimulées. C'est probablement lié au fait qu'il y a détoxification et donc le foie et le rein, qui ont tout loisir de faire ça, vont nous débarrasser d'énormément de toxines à ce moment-là. Et donc là, ça surcharge un peu l'organisme et peut-être que c'est une adaptation, c'est une forme d'adaptation. Ça n'a pas été documenté depuis très longtemps non plus, donc du coup, on est encore sur un terrain qui est
un peu limite en termes de compréhension des mécanismes, mais par contre, c'est l'observation qui a été faite. Ok. Et ça me fait rebondir encore sur un autre truc, Vas-y. puisque récemment j'ai eu ma blessure au genou, et en fait pendant une petite période, je me suis rendu compte, la période assez dans les 1-2 semaines juste après la suivent. blessure, où j'ai remarqué que j'avais particulièrement moins faim que d'habitude. Et je me posais la question de si, là aussi, dans ces cas un peu entre guillemets extrêmes où il y a un trauma au niveau du corps, Et une énorme inflammation. et voilà une énorme inflammation, est-ce que du coup tout ça, ça peut jouer aussi sur la satiété, sur l'envie de se nourrir, sur l'énergie, où est-ce que le corps il va délivrer son énergie, etc. C'est possible, c'est possible. En fait, il y a une signalisation dans les deux sens, c'est-à-dire on parle d'axe intestin-cerveau pour souligner le fait qu'il y a des signaux qui viennent de l'intestin et qui vont au niveau du cerveau. Parmi ceux-là, il y a des signaux qui sont relatifs à la perception de satiété, donc du coup l'arrêt de la prise alimentaire ou la diminution de la prise alimentaire. Et puis il y a les signaux du haut vers le bas, et notamment le stress de l'examen qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, qui était connu depuis bien plus longtemps. Et donc on peut concevoir, mais par contre je ne connais pas de travaux scientifiques qui l'aient démontré, que quand on a un contexte inflammatoire, ben, on a des signaux qui vont jouer sur la perception de satiété. L'avantage que ça pourrait avoir en termes d'évolution, parce qu'on pourrait se poser la question en ces termes, c'est que effectivement, si on a de l'inflammation, on ne veut pas en rajouter en fait. Et donc, on peut imaginer que voilà, le signal nous induise à un petit peu moins manger parce que ça va diminuer la surcharge et donc laisser les choses se réparer plus rapidement. Je pense qu'il y a plein de contextes de maladies avec une composante inflammatoire avérée dans lesquels les médecins nous diraient en fait, mes patients ils n'ont pas faim en fait, ils ont beaucoup moins faim, ils n'ont pas envie de manger et à ma connaissance ça n'a pas été étudié en détail. Peut-être que ça l'a été mais pas en tout cas en prenant en compte la composante microbiote de la chose, quoi. Ok. Je reviens moi sur les inflammations et le stress musculaire et psychologique. Du coup, ce que tu disais, c'est que quand il y a stress musculaire ou psychologique, il y a perméabilité intestinale. En tout cas, les deux s'accompagnent généralement. Oui. Stress, perméabilité intestinale. Et ensuite, le stress de l'examen, du coup, une fois que l'examen est passé ou une fois que la compétition est passée et que du coup, il n'y a plus de stress, la pression est redescendue, Oui. est-ce que le corps se rétablit comme ça ou est-ce qu'il y a une phase de récupération qui donc dure? là, ça va nous emmener sur un terrain qui est mon terrain de recherche en fait, qui est ce qu'on appelle la résilience. Ouais. C'est-à-dire, c'est un terme de psychologie au début, mais c'est appliqué à la biologie, c'est l'aptitude du système, après l'effet d'un stress, à récupérer. Et on sait que le microbiote intestinal est résilient. Par exemple, on prend un antibiotique, même pour un problème de la sphère orale, on a une angine ou un truc comme ça, on prend un antibiotique pendant 10 jours la plupart du temps, ça va perturber énormément le microbiote intestinal, alors que ce n'est pas la cible, mais c'est un effet secondaire, on va dire. Et les travaux qui ont étudié la résilience nous disent, oui, le microbiote, après avoir été perturbé en quelques jours en fait, par la prise de l'antibiotique, va progressivement récupérer. Et si on regarde 2 mois après, il est pratiquement revenu à l'identique. Mais à l'identique en termes de composition d'espèces, de ce qu'il était au départ. Alors qu'une grande partie des espèces étaient, on va dire, disparues de la dominance. Elles étaient probablement encore là, mais comme elles sont sensibles à l'antibiotique, ça les avait ralenties dans leur vitesse de multiplication, et donc elles étaient à des niveaux très très faibles en intestin, puis hop, on arrête l'antibiotique et elles reviennent petit à petit au point de départ. Donc ce qu'on documente pour le microbiote intestinal de l'individu en bonne santé, quand on stresse le système, alors c'est le cas de la prise d'antibiotiques, mais c'est le cas de l'anxiété, l'angoisse, du stress de l'examen, etc., il est résilient, il va revenir à son état initial en fait. Et on pourrait se dire c'est un système vivant, un système complexe parce qu'il y a le microbiote, mais il y a aussi l'interaction en permanence avec nous, avec l'inflammation, avec la perméabilité intestinale, tout ça interagit. Et donc qu'est-ce qui se passe si on pousse le système au-delà
de sa robustesse, de son aptitude à la résilience. Et donc c'est des choses qu'on commence à documenter aujourd'hui. Et on montre que ce qui s'applique à des crises, en général, dans la société, par exemple, des crises économiques, où on sait qu'il peut y avoir des systèmes où il y a des boucles de rétroaction qui s'installent. Par exemple, on a inventé des ordinateurs qui prennent des positions sur les marchés et qui décident tout seuls. Ben, si ces choses-là s'enclenchent, ça crée une boucle de rétroaction et le système bascule dans un état qui est un état d'équilibre. Donc c'est une forme d'homéostasie aussi, mais c'est un état d'équilibre alternatif. Ben, dans la biologie, dans la physiologie, dans la santé, le microbiote intestinal peut aussi être sujet à ce genre d'emballement. Et un stress qui emmène un autre stress, qui emmène un autre stress, alors, qui emmène un autre qui va entraîner de la perméabilité, qui va entraîner de l'inflammation, qui va entraîner du stress oxydant. Et les microbes intestinaux, ils sont anaérobies en fait. Ils sont adaptés à vivre sans oxygène, parce qu'il n'y en a pas des traces, mais il n'y a que des traces en fait dans l'intestin. Et donc, s'il y a du stress oxydant, c'est pas sympa du tout pour les microbes intestinaux. Et donc, on voit bien comment à travers perméabilité, inflammation, stress oxydant, microbiote, l'altération peut s'auto-entretenir. En fait. Oui, c'est ça. Et donc, à un moment donné, à un certain niveau de stress, on peut basculer dans un état d'équilibre où le cercle vicieux entretient l'altération. Et donc là, le retour en arrière, il peut être très compliqué quand on en arrive à ce niveau-là. Et dans nos travaux de recherche, en ce moment, on a toutes les raisons de penser que c'est ce qui se passe quand on a des maladies, comme des maladies métaboliques par exemple. Dans les maladies du foie, on sait qu'on va au début avoir un peu de foie gras, puis après on fait de l'inflammation. On voit l'inflammation qui arrive. Et puis après, on fait ce qu'on appelle la NASH, qui est une maladie, un début de sévérité. Puis à la fin, on a une cirrhose, en fait, une hépatite, une cirrhose. Et à un moment donné, dans ce processus d'évolution, on sait que c'est irréversible. Et ça va entraîner des cercles vicieux qui font qu'on ne revient plus en arrière. Impossible. Sauf à faire une greffe d'organes, en l'occurrence, puisque c'est le foie qui est abîmé. Donc on fait une greffe de foie et on peut retrouver la normalité. Pour le microbiote intestinal, c'est pareil. Et donc on peut imaginer que si on stresse vraiment très très fort le système, je ne pense pas que l'activité physique puisse aboutir à ça. Hein. Mais par contre, ça peut être des médicaments, ça peut être une opération, par exemple, chirurgicale ou autre. On peut imaginer que le système bascule et à ce moment-là, il peut s'auto-entretenir. Il y a des contextes dans nos outils de recherche, en fait, des modèles animaux, où on sait maintenant faire ça. Et donc, nous, on a travaillé dans mon équipe sur l'induction de l'inflammation comme un moyen d'agir. Donc, on a des produits chimiques, on les met dans l'eau de boisson des souris, les souris développent de l'inflammation, et on a montré qu'au-dessus d'un certain niveau, au-dessus d'un certain seuil, on fait basculer le système, en fait. Et il est plus réversible, c'est-à-dire que les souris sont installées dans un contexte où il y a une altération du microbiote, de l'inflammation, du stress oxydant, de la perméabilité comme point d'entrée. Et du coup, on se dit, tiens, ça c'est un vrai modèle pour étudier la possibilité de protéger le système et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. On a travaillé sur un autre modèle qui est un modèle de dépression. Chez la souris, on peut mesurer le comportement anxieux, le comportement dépressif et on a un modèle qui est un modèle d'induction par le stress d'un contexte dépressif durable chez la souris. Il n'y a pas de retour en arrière, sauf à mettre un médicament. Et donc c'est l'outil qui est utilisé pour valider les antidépresseurs. Bien, nous, on a montré que si on utilise des aliments, des composés de l'alimentation, on peut faire aussi bien qu'un antidépresseur en jouant sur la perméabilité, l'inflammation, le stress oxydant et donc le microbiote intestinal. Aussi bien qu'un médicament. Et donc on a un essai en cours, parce qu'on l'a montré sur la souris, on a un essai en cours chez des patients dépressifs qui échappent à un premier traitement antidépresseur, qui passent sur un deuxième qui s'appelle la venlafaxine. Et chez ces patients-là, on combine ou non, c'est un essai contrôlé en fait, avec un groupe contrôle qui a un placebo, notre combinaison d'actifs alimentaires. Donc en fait, c'est du complément alimentaire. C'est du complément alimentaire. Mais naturel. Presque naturel. Au sens alimentaire naturel. Sens alimentaire non, c'est vraiment naturel. Au sens, c'est de la glutamine qui est un acide aminé qu'on va retrouver dans
plein de composés de l'alimentation. C'est la curcumine qui est un polyphénol, mais du curcuma, donc c'est aussi une épice et c'est utilisé dans l'alimentation assez couramment. Et puis c'est en l'occurrence pour nous un probiotique qui est une bactérie vivante en fait, qu'on pourrait trouver dans le kéfir ou le yaourt. Là on l'apporte en tant que tel en fait, parce qu'elle a été très très bien documentée sur ses propriétés de protection contre l'inflammation, contre le stress oxydant, contre la perméabilité intestinale. C'est aussi une bactérie qui est recommandée par les gastro-entérologues quand on prend un antibiotique, parce que ça va éviter le stress de l'antibiotique sur le microbiote intestinal, ça va renforcer la résilience en réalité. Et puis, incidemment, c'est aussi une bactérie qui produit une molécule qui est un précurseur d'un neuromédiateur qui s'appelle la sérotonine, qui est en gros l'hormone du bien-être en fait, au niveau du cerveau. Et donc, cette bactérie-là, elle a tous les effets bénéfiques potentiels, en fait, quoi. Quand on combine les trois, on joue sur tout le système et on va remettre les choses d'aplomb, en fait, aussi bien qu'un antidépresseur. On dirige le terrain. Voilà. Et donc, on pourrait imaginer que quand on est sur de l'activité physique intensive, régulière, à ce moment-là, on sait qu'on stresse le système, on pourrait accompagner la pratique de vie habituelle par des compléments alimentaires. Je pense que ce n'est pas nécessaire, sauf dans le sport intensif où j'imagine que les coachs sportifs, nutritionnels, les sportifs de très haut niveau ils vont avoir des compétences et des recommandations spécifiques là-dessus. Pour un sportif, un athlète qui n'est pas dans l'activité super haut niveau, ça ne me semble pas a priori nécessaire. Par contre, une recommandation alimentaire. Ouais, c'est la question sur laquelle on allait venir. Les best practices et les conseils pratiques pour maintenir un microbiote sain et donc qui favorise la remise à niveau des inflammations, la récupération, la récupération, qu'il soit presque même anti-inflammatoire ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Donc il y a forcément le volet alimentation en fait. Et donc sur le volet alimentation, la recommandation c'est, pour faire simple, le régime méditerranéen. Il y a plein de documentation là-dessus. Et en gros c'est une pyramide de l'alimentation où il y a assez peu de viande en fait, d'apport de protéines animales. Par contre il y a souvent du poisson et notamment du poisson gras parce que ça contient des acides gras oméga 3 qui sont intéressants parce qu'ils ont des propriétés de préservation de l'imperméabilité intestinale et ils sont anti-inflammatoires. Globalement, ils nourrissent nos cellules en fait et ils les protègent parce que ça fluidifie la paroi des cellules et donc c'est super intéressant, y compris au niveau du cerveau. Donc, acides gras, c'est aussi les huiles en fait, les bonnes graisses, l'huile d'olive, l'huile de colza par exemple du régime méditerranéen, elles sont intéressantes, l'huile de noix. Par leur équilibre en acides gras. C'est les composantes végétales qui sont vraiment dopées dans les régimes méditerranéens. On connaît bien toutes les salades avec toutes les couleurs dans la salade. Le point intéressant, c'est la diversité dans le végétal en fait, parce que ça apporte des fibres. Mais nos microbes intestinaux, qu'on va nourrir à travers ça, ils ne voient pas arriver de la carotte, de la betterave ou du citron. Ils voient arriver de la cellulose, des xylanes, des pectines, des hémicelluloses, des amidons résistants notamment. Ces composants-là, ils sont d'autant mieux apportés en diversité qu'on va diversifier notre alimentation végétale. Et notamment, le plus simple à faire, c'est par la couleur en fait, quoi. Oui. Si on a une salade en entrée avec 3 couleurs différentes, on va apporter de la diversité de fibres. Et donc c'est intéressant parce que ça va mieux nourrir notre microbiote intestinal. Donc, c'est des petits conseils simples, mais en tout cas ça marche bien. Et puis l'autre volet, c'est les polyphénols, qui sont des produits de l'alimentation qui sont d'origine végétale et antioxydants, anti-inflammatoires. Et ça rejoint l'idée de la couleur en fait, parce que les polyphénols, c'est ce qui donne la couleur au végétal. C'est ce qui fait que certains végétaux sont plutôt verts, d'autres plutôt orange, d'autres plutôt rouges. Les fruits rouges, par exemple, les petits fruits rouges sont vraiment intéressants parce qu'ils ont des composés phénoliques qui sont vraiment protecteurs, anti-inflammatoires, antioxydants. Style framboise, fraise, myrtille, myrtille, exactement. Donc ça, c'est intéressant. On parlait des acides gras avant, il y a aussi les fruits à coque, en fait.
Ouais. Les noix, les noisettes, les amandes, tout ça, c'est intéressant parce que ça apporte des vitamines et des composés minéraux, mais aussi des bonnes graisses. Et puis, au-delà, il y a les microbes vivants. Donc, on en a parlé un petit peu au début. Mais effectivement, la fermentation met en œuvre des microbes vivants. Et c'est intéressant d'en apporter dans notre alimentation de façon régulière parce que les microbes vivants ne vont pas apporter d'effets néfastes, en fait, ne sont pas toxiques ou risqués, mais par contre peuvent apporter des bénéfices. Donc j'ai évoqué une bactérie que nous on a utilisée dans un cocktail pour gérer la dépression, mais en réalité, globalement, les microbes de la fermentation, donc c'est vrai pour les levures et les bactéries en fait, de la fermentation, vont pouvoir jouer sur la perméabilité intestinale, sur l'inflammation, sur le stress oxydant et pour certains apporter des composés qui vont être actifs au niveau du cerveau, au niveau du foie et donc bénéfiques. Et là, ça va être les yaourts, le fromage, Ça va la être levure, les ce genre de produits choses. laitiers fermentés, ça va être la levure elle-même en fait qu'on peut ingérer telle que. Ça peut être les boissons fermentées aussi. Souvent les boissons fermentées en plus elles ne sont pas très sucrées par Ouais. rapport à des pops où il y a des quantités de sucre, quoi. On dit une bouteille de coca c'est une vingtaine de morceaux de sucre Ouais. en direct, quoi. Donc le kéfir ou le kombucha par exemple, c'est des boissons végétales fermentées qui peuvent être intéressantes parce qu'elles vont apporter 50 microbes différents en Ouais. réalité. Et là-dedans, il peut y en avoir qui vont nous apporter des bénéfices santé, quoi. Faut penser Donc comme ça. voilà, c'est ça, c'est en gros l'alimentation plutôt végétale, pas trop chargée en protéines animales et notamment en viande rouge en fait, parce que là, en surcharge, ça va conduire à des effets délétères. On pourrait questionner les protéines de, de la pratique sportive en fait, parce que c'est vrai que quelquefois dans la musculation, il y a un excès de protéines qui peuvent être apportées. Alors si on est vraiment dans du sport intense et de la muscu intense, ça va être utilisé. Mais si c'est en surcharge, ça conduit à une fermentation des protéines par les bactéries. Et la fermentation des protéines par les bactéries, ça s'appelle la putréfaction. En fait. Ouais. Et ça conduit à la production de plein de composés qui ne sont pas du tout sympas pour nos cellules. Donc voilà, surcharge de protéines globalement, de protéines alimentaires et notamment celles de la viande rouge, qui a en plus d'autres effets délétères bien documentés par l'épidémiologie. C'est pas recommandé. Et de fait, il n'y en a pas dans le régime méditerranéen, quoi, qui est vraiment le modèle que j'ai envie de mettre en avant. Est-ce qu'on a d'autres recommandations qu'on peut apporter? En fait, les autres facteurs qui jouent sur le microbiote intestinal et sur lesquels on peut apporter des recommandations, c'est notamment le stress psychologique. Et là, la reco, c'est sommeil. Et on sait que quand on a un déficit de sommeil, en fait, on va avoir plus d'inflammation, une moins bonne réponse au contexte inflammatoire, donc une moins bonne récupération. Donc c'est aussi potentiellement un peu un cercle vicieux qui peut s'installer. Et puis, gestion du stress. Et là, gestion du stress, du coup, c'est des choses comme le yoga, c'est comme la pratique de la méditation, c'est des choses qui sont intéressantes en fait. Et je pense que les athlètes de haut niveau ont des coachs qui les aident sur cette partie-là. Donc c'est intéressant globalement. Et c'est intéressant, on peut même en termes de mécanisme, quoi, dire que ça va jouer sur notre cortisol. Et en réponse à un stress, le cortisol, je l'ai dit, induit de la perméabilité. Et donc va jouer énormément sur les performances et les compétences de l'athlète. Tout à fait. Ouais, donc il y a vraiment des liens. Ouais. Merci beaucoup, Joël. Welcome. Pour tout. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions et en fait beaucoup plus que nos questions parce qu'on est allé vraiment loin dans le microbiote et dans ce joli monde. Plein de couleurs finalement aussi puisque j'ai des images en tête de ce que j'ai vu un peu sur le net et des représentations microbiens de l'homme par plein de couleurs et plein de formes variées et différentes. En même temps, 50 000 milliards, c'est ça ? 50 000 milliards. 50 000 milliards, ça fait beaucoup habité. Ça fait beau, on est bien habité. Donc merci pour ces informations précieuses, pour le temps que tu nous as accordé. Je me tourne vers vous maintenant et je vous dis comme d'habitude, si jamais vous avez envie qu'on invite une autre personne et qu'on discute d'un autre sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou en description. On répond à tous les commentaires et on lit tous les commentaires.
Si vous avez envie qu'on fasse une autre vidéo avec Clément sur un autre sujet, n'hésitez pas également. Donc encore une fois, merci. C'était très intéressant. Merci Et à si vous. vous avez des questions, N'hésitez pas aussi. n'hésitez pas aussi. Alors, Joël est très pris et n'a pas beaucoup de temps. Mais si jamais il y a des questions pertinentes, on n'hésitera pas à les transmettre Avec plaisir. et s'il y a réponse, il y a réponse. On vous fait des bisous. On vous dit à une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.